Si vous voulez connaître toutes les équations du monde, il y en a énormément, on ne peut pas y arriver. Voilà une petite liste non exhaustive des principales équations qu'on rencontre dans la physique et qui décrivent les tas de phénomènes de la physique. Alors, à chaque fois que je vous présente bien sûr ce slide, il y a des gens qui me disent « mais vous avez oublié un tel ». Donc je vais vite passer au suivant pour que vous n'en ayez pas ça. Donc la question c'est maintenant, ok, on attend toutes ces équations qui décrivent toute cette physique. Est-ce qu'il y a la même chose en biologie? Est-ce qu'il y a des grandes équations qui décrivent les grands phénomènes de la biologie? Alors quand je me suis posé cette question, la première équation qui m'est venue à l'esprit, le premier nom, disons, qui me soit venu à l'esprit, c'est le nom de Lotka et Volterra. Donc ce qu'on appelle l'équation de Lotka-Volterra écrite dans les années 1920 indépendamment par Lotka et par Volterra, c'est celle qui est au tableau. Elle décrit comment des petits poissons, disons des sardines, vont être mangés par des gros poissons, disons des prédateurs, des requins. Et l'équation est très simple, elle vous dit que la variation du nombre de sardines, alors c'est la croissance des sardines, parce que les sardines elles mangent du plancton, donc elles vont naturellement se développer en mangeant le plancton, et après elles sont bouffées par les requins. Donc ici vous avez un terme qui vous dit que plus il y a de requins, plus les sardines sont mangées. Et ici, vous avez un terme qui vous dit que les requins, s'ils n'ont rien à manger, vont mourir. C'est ce terme qui est ici. Et que par contre, s'ils ont des sardines à manger, ils vont grandir. Et ils vont se multiplier. Donc l'équation de Lotka-Volterra est très simple. Elle fait passer beaucoup d'encre. Hein. Elle explique pas mal de choses. C'est une des briques de toutes les équations qui sont utilisées pour comprendre comment les océans vont perdre leurs poissons si on empêche trop, hein, si vous pouvez mettre la pêche derrière, et elles sont utilisées pour faire des prédictions sur les niveaux de pêche qu'on peut autoriser. Alors en fait, ces équations, maintenant, on les utilise dans un cadre beaucoup plus général, toujours sous le nom de Lotka-Volterra. Et maintenant, elles sont utilisées non pas en disant, bon, il y a deux espèces, S et P, pourquoi est-ce qu'il n'y a que des petits poissons et des grands poissons? Il y a tous les poissons qu'on veut, de toutes les tailles qu'on veut. Donc on va parler d'un phénotype X, qui pourrait être la taille du poisson, mais qui peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être la couleur, ça peut être le type de nourriture que l'individu mange. Ça peut être énormément de différentes choses. Les biologistes sont extrêmement imaginatifs pour avoir des traits phénotypiques. Un trait phénotypique, hein, c'est un trait qui décrit comment vous interagissez avec l'environnement. Hein. Donc, ce qui est différent du trait génétique, qui est comment le génome génère ce trait phénotypique. Hein, c'est un peu différent. Et donc voilà, du coup, on pense au nombre d'individus de type X, de taille X, à l'instant T, et disons dans un environnement S de T. Alors on écrit les équations suivantes, ce sont les mêmes. Donc on dit que le nombre de changements d'individus, du nombre d'individus, c'est dû simplement à la croissance, un taux de croissance ou de mort, qui dépend de l'environnement. Si vous êtes bien adapté à l'environnement, à ce moment-là, le grand R est grand. Si vous êtes mal adapté, le R devient négatif et puis vous disparaissez. Alors, on sait depuis Darwin que ce n'est pas suffisant, qu'un individu de type Y peut donner naissance à un individu de type X par mutation. Ce que Darwin appelait variation. C'est-à-dire les enfants ne sont pas exactement les mêmes que leurs parents, leur taille peut être plus grande, plus petite, ça crée un peu de variation avec le taux de naissance B. Et plus c'est le taux de mutation, donc il est petit par rapport au taux de naissance. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette population interagit avec l'environnement. Et l'environnement S de T va donc dépendre
de la population. Donc ça peut être une dépendance extrêmement compliquée, ça peut être une dépendance très simple où tout le monde, hein, quel que soit son type, mange la même nourriture et puis se répartissent de façon... donc la nourriture qui est disponible, c'est une ressource qui arrive avec un certain taux S0 divisé par tout ce qui bouffe la nourriture. À ce moment-là, vous avez un couplage entre ces termes-là. D'accord ? Alors si vous mettez ça sur un ordinateur, voilà ce que vous obtenez. Ce que vous obtenez, c'est ce genre de solution. Vous avez ici un trait phénotypique, donc vous pensez à la taille. Vous avez ici le temps. Au début, vous mettez une population monomorphe, qui n'a qu'un seul type. Et au cours du temps, ce phénotype augmente jusqu'à arriver à un point où il est préférable pour la population de brancher, d'avoir deux types d'individus. Vous pouvez penser à un exemple où il y aurait deux nourritures. Imaginez qu'il y a deux types de nourriture. Au début, la meilleure façon, c'est de manger un peu des deux. Et à un moment, la population qui va gagner, c'est celle qui se spécialise sur un type de nourriture 1 et sur un type de nourriture 2. D'accord ? Et donc c'est ça qui crée le branchement. Et après, vous pouvez avoir comme ça des branchements successifs. Et puis des morts de certaines branches qui sont là. Donc ça veut dire que ces équations qui ont l'air d'être simples à mettre en œuvre, puisque les principes qui sont derrière sont extrêmement simples, croissance et mutation, en fait sont extrêmement riches en termes de ce qu'elles représentent, et elles représentent exactement ce petit dessin qui est pris du livre de Darwin, de l'origine des espèces en 1859, qui est ici. Alors, ce que je voulais aussi dire, parce que mon exposé va avoir un biais énorme vers les équations partielles, les équations différentielles. À chaque fois qu'on écrit ces équations, il y a un point de vue probabiliste derrière. Ce ne sont jamais des objets qui sont écrits directement. Pour les justifier, on part toujours un peu comme dans le cas de Boltzmann, d'un ensemble fini, de population finie. Et ce que vous voyez ici, c'est la limite des grandes populations. Et un nombre fini d'individus, vous allez mettre de l'aléa, vous allez dire les individus ont une chance de se reproduire, de muter, et donc ce sera un point de vue probabiliste qui mène à faire des méthodes qu'on appelle des méthodes de Monte-Carlo, qui sont aléatoires, et qui gardent, vous voyez, cet aspect aléatoire, mais qui, comme il y a beaucoup d'individus, s'approchent très vite de cette limite en grand nombre d'individus. Alors, une autre équation relativement reliée à la précédente, qui apparaît assez vite dans l'histoire, donc là on est en 1933, c'est l'équation qu'on appelle l'équation de Fischer ou de Kolmogorov, Piskunov et Petrovsky, qui décrit les invasions d'une espèce sur un terrain qui est vierge. Donc ici vous avez l'exemple de la progression de la peste bubonique en Europe au Moyen-Âge. Vous savez que la peste bubonique a tué un tiers de la population européenne dans cette lente épidémie qui a commencé vers le sud, les zones très noires, et qui s'est propagée vers le nord jusqu'à assez haut dans le nord de l'Europe. Vous avez ici quelque chose qui a été beaucoup plus récent, c'est des années 50. Le calcul est des années 50, mais ça se passe avant 1905. C'était la mode des manteaux de fourrure à cette époque-là, de fourrure animale. Le rat musqué n'était pas une espèce européenne, mais par contre il y avait une belle fourrure, donc on décide d'avoir des fermes où on va élever des rats musqués pour leur fourrure. Et bien sûr, ce qui devait se produire un jour se produit, il y a une tempête, la clôture de la ferme s'effondre, les animaux s'évadent, et comme il n'y a pas de prédateurs, ils se propagent. Et comme on est en 1905, les biologistes, les écologistes, suivent précisément le front de propagation du rat musqué en Europe. Et vous l'avez ici, le front jusqu'en 1927, etc.
Et donc en 1950, on dispose d'une histoire précise de la propagation du rat musqué. Et on remarque qu'effectivement, cette équation est correcte dans le sens où, une façon simple de voir ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle prédit un front qui se propage à vitesse constante. Et donc les biologistes calculent la surface occupée par le rat musqué et trouvent qu'effectivement la surface augmente comme t carré, ce qui est compatible avec un front qui se propage à vitesse constante. Après, c'était beaucoup plus loin, on a été jusqu'à vérifier, préciser l'effet des rivières et autres dans la propagation pour vérifier l'équation. Et donc, elle est considérée comme assez correcte. Donc, on ne prend pas l'évolution des espèces en place. Alors, je ne peux pas m'empêcher, vu l'actualité du sujet, de vous parler d'épidémiologie, bien sûr. Alors encore une fois, quand on parle de petites populations d'individus infectés par un virus, je ne sais pas lequel vous pouvez avoir en tête, on va avoir un aspect aléatoire, savoir si un virus venu de Chine, par exemple, va se propager en France. C'est un calcul aléatoire, un calcul de probabilité, parce que bon, il n'y en a pas. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est calculer le nombre d'individus qui arrivent infectés de l'extérieur et la probabilité qu'ils rencontrent des gens et que ces gens rencontrent une autre personne, etc. Par contre, une fois que le virus est infecté, on peut penser par exemple à la grippe saisonnière qui est maintenant bien installée en France depuis une quinzaine de jours, eh bien, elle est parfaitement décrite, elle est très bien décrite par le système, ce qu'on appelle susceptible infecté. Donc ici, alors ça ici c'est une version à plus long terme, pour d'autres c'est pas vraiment la grippe. Donc le nombre de susceptibles, simplement c'est le nombre. Alors les nouveau-nés, bon, pour la grippe en 3 mois on s'en fiche un peu. Le nombre de morts c'est pas non plus le plus important. Ce qui est important, c'est le terme ici, qui fait que quelqu'un qui est infecté par la grippe va perdre son infection, son immunité au bout d'un certain temps, et donc va redevenir susceptible. Et le terme de mort, bien sûr, qu'on met ici, mais surtout ici le terme de rencontre. Le terme de rencontre avec un coefficient R qui vous dit qu'un susceptible et qui rencontre un infecté va devenir infecté avec une probabilité R. Et donc le monde infecté, ce sont les nombres les susceptibles qui rencontrent un individu infecté avec cette probabilité R, moins ceux qui vont perdre leur infection pour devenir susceptibles, etc. Donc il y a c'est le modèle le plus simple, des modèles beaucoup plus compliqués qui décrivent ça plus précisément. C'est un modèle intéressant d'un point de vue. Alors c'est pas un modèle, donc je faisais l'histoire du problème. Il y a un texte tout à fait fabuleux d'un des Bernoulli. Alors je ne sais pas si vous avez tous entendu les lois de Bernoulli un peu partout, des nombres de Bernoulli, des équations de Bernoulli. Alors il faut savoir qu'il y a eu 4 Bernoulli. C'est une famille de mathématiciens. Celui-là, c'est Daniel Bernoulli, qui était. Donc il n'avait pas, contrairement à vous, à cette époque-là, donc on parle de l'Académie royale des sciences, donc vous voyez à peu près où ça se situe. Et il n'avait pas comme vous l'avantage d'avoir fait des amphithéâtres de cours de mathématiques. On apprenait les mathématiques quand on faisait de la médecine ou autre, comme un outil pour la médecine. Et Daniel Bernoulli était très intéressé par le médecin en fait. Et donc Daniel Bernoulli, en fait, calcule à cette époque-là le nombre de vies qu'on gagnerait à Paris si on inoculait, c'est le titre du sujet, le titre que vous voyez là, les avantages de l'inoculation pour la prévenir. Donc on ne parle pas de vaccination, parce que la vaccination c'est vraiment Pasteur, c'est le 19e siècle. Là on parle d'inoculation, c'est-à-dire de prendre des petites doses du vaccin, de la maladie avec diverses méthodes. Et il calcule exactement, sans dire, les solutions de cette équation. Donc, on n'a pas le formalisme pour le faire, il n'existe pas, mais il fait un calcul
qui est comme si vous résolviez cette équation. C'est tout à fait un texte remarquable. Alors si vous voulez savoir, donc vous avez fait peut-être du calcul différentiel et des équations différentielles, vous connaissez le théorème de Cauchy-Lipschitz. Qui est-ce qui connaît le théorème de Cauchy-Lipschitz? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors le théorème de Cauchy-Lipschitz vous dit grosso modo que ce genre d'objet existe. Les solutions d'une équation différentielle comme ça existent, mais il y a une hypothèse, c'est qu'il faut que tout ce qui est à droite dépende de façon lipschitzienne, c'est-à-dire que les dérivés de la fonctionnelle en fonction de SI sont bornés. Et ici, vous avez un terme quadratique, SI, et bon, un terme quadratique, un x carré, la dérivée, c'est x, c'est pas borné. Donc, le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas directement, c'est un exemple intéressant où on ne peut pas l'utiliser directement, mais il faut utiliser un théorème un peu plus puissant, théorème des solutions maximales, pour voir que comme la solution est bornée a priori, eh bien, il y a des solutions globales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec les outils de calcul différentiel au niveau L2, L3, enfin, ça dépend ce qu'on fait, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si vous dites que la grippe, on ne l'attrape qu'en hiver, tout pas tout à fait vrai, mais quasiment vrai, et que le R dépend périodiquement du temps, avec la période d'une année, et bien ce système-là est le plus simple des systèmes que je connaisse qui devient chaotique. Et il est absolument, donc voilà un calcul, il est absolument impossible de prévoir la grippe. Un système chaotique, c'est un système où une petite erreur, et très vite elle s'amplifie exponentiellement, et donc on ne veut pas la suivre. Et bien ce système-là devient chaotique. Donc c'est extrêmement compliqué de prévoir quelle sera la grippe l'an prochain. Dans la vidéo, on va présenter ça. Alors je vais peut-être... il est 5 heures, on est censé finir à quelle heure? 5h15 peut-être. Peut-être passer ça, c'est peut-être moins intéressant. Oui, on fait des calculs globaux. On peut faire maintenant, les biologistes font des calculs globaux, parce que la grippe passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud pendant l'hiver, et revient. Donc on peut faire des calculs globaux en voyant quels sont les... Ah oui, et puis vous voyez par exemple ici qu'à Rio de Janeiro, où la température ne varie pas beaucoup, il n'y a pas vraiment d'hiver et d'été très marqué, bien le système est beaucoup moins chaotique qu'à Buenos Aires, où là on a des hivers comme en Europe. Donc après ce deuxième exemple des épidémies, il y a un autre exemple où les équations sont bien établies, c'est les neurosciences. Donc un neurone, vous savez ce que c'est qu'un neurone, vous en avez beaucoup. C'est un objet qui a un corps cellulaire avec un noyau et qui a un long arbre dendritique avec un axone et puis des dendrites, et qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Alors c'est essentiellement une cellule électrique. C'est une cellule donc, qui a ce qu'on appelle un potentiel d'action, c'est-à-dire qu'il y a des petites pompes sur les bords de la membrane, et ces pompes vont être des pompes spécifiques pour des ions. Donc l'ensemble de liquide physiologique est un liquide qui contient des ions, c'est salé. Donc il y a des ions de calcium, sodium, chlore, calcium, etc. Et donc ces pompes vont créer un petit potentiel de quelques dixièmes de millivolts entre la cellule et l'extérieur de la cellule. Et essentiellement, un neurone produit et transmet de l'information électrique par cet échange ionique. Alors, dans les années 1950, Hodgkin et Huxley, à Cambridge, font une expérience avec un axone d'un calamar géant, mesurent le potentiel et écrivent les équations de Hodgkin-Huxley qui décrivent la propagation du signal électrique dans un neurone, et le système est encore une fois un système différentiel, quelques équations différentielles qui sont ici. Vous avez le potentiel électrique qui est ouvert, alors que petit i ici, c'est l'ensemble des ions. Donc, suivant ce que vous faites, vous
Vous êtes intéressé par les ions calcium, les ions potentiels, enfin, tous les ions que vous pouvez imaginer sont ici, il doit y en avoir 5 ou 6. Et GI, ce sont c'est G, c'est pour gate en anglais, c'est aussi pour l'inverse de la résistance. Hein, donc c'est ce qui vous dit que le canal ionique est ouvert ou fermé. Si GI égale 0, le canal est fermé. Si GI égale 1, il est ouvert. Grand VI, c'est le potentiel qui est induit par cette ion en question. Et la variation de GI est due à un équilibre lié au potentiel. La différence entre le potentiel, enfin l'ouverture effective et l'équilibre qui serait normal à ce potentiel V. Donc c'est un système qui est encore un système quadratique, GI fois VT est ici encore quadratique, encore un système où il faut travailler un peu pour voir pourquoi il y a des solutions. C'est un très bon exercice à faire de calculus. Alors, oui, simplement, ici je signale simplement que le Hodge-Huxley, celui-ci c'est le système de Maurice Lécart, 1990 je pense, mais il y en a pas mal d'autres qui ont été proposés hein, pour différents, tous les neurones sont différents, un muscle ça va fonctionner de façon aussi électrique, hein, ça va fonctionner un peu différent d'un neurone du cerveau, donc tout ça fait qu'il y a toute une série de systèmes comme ça qui ont été fités sur des expériences qui sont utilisées dans chaque domaine où les cellules électriques apparaissent. Dans tous les cas, tous ces systèmes-là ont la propriété de reproduire le fonctionnement d'un neurone. Et qu'est-ce que fait qu'un neurone? Un neurone a tendance à retourner à l'équilibre, mais si vous lui donnez une impulsion électrique, il va sortir de l'équilibre, créer un spike, donc c'est en bleu d'ailleurs, c'est-à-dire une augmentation rapide du potentiel, suivie d'une décroissance rapide et ce qu'on appelle une hyperpolarisation ici, où le neurone est incapable de répondre parce qu'il est en période réfractaire, et puis retourne à l'équilibre. Donc c'est le système tous les systèmes en question font ça. Et donc on pense que dans le cerveau, toute l'activité cerveau, quand vous m'écoutez, quand vous me regardez, que toute l'information que vous percevez est transformée par les neurones en spikes et que la cadence des spikes, les taux de spiking de vos milliards de neurones créent l'information. Donc on pense que c'est là qu'est l'information, que la mémoire est là-dedans, que tout est fait là-dedans par ces spikes. Alors les physiciens ont suivi l'idée de Lapplique, de Louis Lapplique en 1907, qui disait « Oh là là, ça c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, si on veut faire un réseau de neurones, une assemblée de neurones, il faut faire plus simple. » Et donc ce qu'il proposait, c'est de dire qu'on se fiche du spike, simplement on introduit un potentiel de décharge, et on dit quand on arrive au potentiel de décharge, on diminue tout d'un coup le potentiel. C'est-à-dire si vous voulez, il dit toute cette partie-là, je m'en fiche. Une fois que j'arrive ici, je retourne en bas et j'ai pas besoin de calculer ça. Hein, et donc ça, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide à calculer, c'est ce qu'il fait. Pour ceux qui aiment l'art, vous connaissez peut-être le frère de Louis Lappique, Charles Lappique, qui est un des inventeurs du concept de ces photos, de ces images en couleur, de l'utilisation des couleurs exacerbées dans la peinture. Et quand vous mettez cette équation de type qu'on appelle intègre-étire, et bien ce que vous voyez, donc c'est un peu d'aléatoire, il y a toujours un peu de bruit blanc, vous avez un peu d'aléatoire, vous avez les spikes, et une fois que vous arrivez ici, vous retournez en arrière. Donc ça je l'ai inventé, ce n'est pas dans le modèle, à chaque fois que vous avez une discontinuité, vous pensez qu'il y a un spike, et ça vous permet de calculer le nombre de spikes par unité de temps, en calculant la densité de ces spikes. Et ça permet donc de créer des grands systèmes. Alors donc ces modèles ont été vraiment validés par rapport aux expériences. Vous voyez ici des expériences et ici différents modèles de type integrated failure qui ont été intégrés qui ont été proposés.
Et donc ça permet d'écrire des grands réseaux, parce qu'on est un peu dans le système un peu de... Encore une fois, je vous le dis, hein, dans toutes ces questions-là, on est toujours entre probabilité et équation des partiels. Donc vous avez la version probabiliste, où vous avez chaque individu, chaque neurone, suit une loi, reçoit des informations de tous les spikes des autres neurones, et suit d'un bruit qui est ici. Et à partir de ça, on fait ce qu'on appelle une limite de champ moyen, et on obtient des équations qui vous décrivent maintenant la probabilité de trouver un neurone au potentiel V dans une grosse assemblée de neurones. Donc on passe un peu comme le système de particules vers la mécanique de Navier-Stokes. Ici, vous passez de la dynamique des neurones à une dynamique macroscopique. Et ce qui est remarquable, c'est que ce système-là, si vous le regardez, génère naturellement des ondes périodiques. Vous savez que votre cerveau, si vous êtes au repos, vous dormez, et bien vous pouvez mesurer des ondes périodiques, qui ont des noms alpha, bêta, delta, machin. Ce sont sur toutes les ondes de votre cerveau deviennent périodiques si elles ne sont pas perturbées par l'information extérieure. Et ce que ces systèmes-là génèrent des ondes périodiques que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'activité du système, il y a le nombre de spikes par unité de temps qui est périodique, et que vous pouvez comparer d'ailleurs à des mesures qui sont ici. En quelques minutes, alors en toujours en restant au niveau des cellules, les bactéries. Les bactéries sont des entités vivantes extrêmement simples, qui ont très peu qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de moyens de réfléchir. Et néanmoins, quand vous mettez des bactéries au centre d'un petri dish, une boîte de pétri, eh bien, ces bactéries vont se diviser et vont envahir la boîte de pétri pour aller chercher le nutriment. La boîte de pétri contient plein de nutriments, elles vont aller chercher la boîte des nutriments, mais elles ne vont pas le faire massivement, elles vont le faire en envoyant des dendrites. Comme ça, en faisant une colonie qui se disperse pour aller chercher le plus vite possible des nutriments. Donc c'est remarquable parce que ça veut dire qu'elles ont un comportement collectif uniquement avec un système de communication extrêmement simple qui consiste à émettre dans l'environnement des molécules et à mesurer ces molécules. Et en ne faisant que ça, elles ont développé une stratégie d'envahissement qui est celle que vous voyez là. Alors on connaît des modèles mathématiques qui font ça. Donc vous avez ici un exemple de système d'équation qui fait exactement ce genre de structure, où on a mis en œuvre simplement un nutriment qui est mangé par une molécule. Vous parlez de bactéries, vous voyez, et puis ici des bactéries actives. Celles qui sont là, ce sont des bactéries qui sont tellement denses qu'elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus nager. Parce que les bactéries, pour bouger, ont des flagelles, des longs flagelles qui tournent un peu comme des hélices, et si elles sont trop compactées, elles ne peuvent plus bouger comme ça. Voilà, donc il y a toute une histoire derrière. Ah, je vous montre, oui, c'est quand même intéressant. Donc voilà une bactérie, d'ailleurs, ça c'est Escherichia coli, ce sont ces bactéries avec des flagelles derrière. Ce sont des bactéries que vous avez tous dans l'intestin. Ce sont des bactéries qui sont d'intérêt médical, donc elles sont très étudiées. Quand vous regardez le comportement d'une bactérie, c'est intéressant parce que c'est encore un exemple où on peut passer de l'individu à la population macroscopique. Donc ici, vous avez une expérience qui a été faite à l'Institut Curie, où vous voyez des bactéries qui ont été, vous savez, maintenant on peut mettre des molécules fluorescentes dans les bactéries
pour les voir. Donc vous avez tout un ensemble de bactéries, des petits points qu'on distingue, qui sont toutes des bactéries, puis une centaine d'entre elles ont été transformées pour être fluorescentes. Et donc vous les voyez beaucoup. Et ces quelques grosses bactéries vous montrent ce que c'est que le mouvement individuel d'une bactérie. Et vous voyez qu'elles font ce qu'on appelle un mouvement de run and tumble, c'est-à-dire qu'elles font des sauts, elles bougent comme ça, elles font des sauts, elles changent de direction, elles font des sauts, elles changent de direction. Donc vous voyez ça. Et si vous avez été observateur, vous avez peut-être remarqué autre chose, c'est que l'effet collectif de ce mouvement, eh bien, c'est que la bande lumineuse qui correspond à l'ensemble des bactéries était plutôt au centre au milieu, au début du fil, et petit à petit se déplace vers la droite. Et donc c'est encore un exemple, un peu comme les neurones quand on passe de l'individu à l'assemblée ou des particules à Navier-Stokes. Eh bien, vous avez chaque bactérie qui fait cette espèce de mouvement aléatoire. Le résultat, c'est que la population bouge tranquillement de gauche à droite. Alors tout ça, on peut le modéliser aussi. Je vais peut-être finir, parce que je ne vais pas rester uniquement sur des aspects où on se dit, bon, tout ça c'est intéressant, mais ça ne sert pas à grand-chose finalement, encore que ça sert peut-être plus qu'on ne le croit. Je voulais vous parler dans un dernier endroit, un dernier exemple qui est beaucoup plus sérieux, qui est la modélisation des tissus vivants avec en l'esprit de comprendre ce que c'est qu'un développement d'une tumeur cancéreuse. Donc c'est un sujet qui est extrêmement actif maintenant. Pourquoi est-ce qu'un tissu vivant, c'est pas un pneu ou un bout d'élastique, c'est plus que ça? C'est une des questions qui intéresse beaucoup de gens, en particulier qui intéresse beaucoup les physiciens et les mécaniciens en ce moment, pas seulement les biologistes, bien sûr, qui sont intéressés. Et en fait, quand on regarde ça, on se rend compte, quand on regarde ce que c'est qu'un tissu vivant, on se rend compte que c'est assez compliqué. C'est formé de fibres, qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui sont des espèces de macromolécules. Vous pouvez parler de biopolymères, le plus connu étant le collagène pour la peau. Donc ça fait la structure solide du tissu. Et au milieu de tout ça, vous avez des cellules, différents types de cellules. Donc ici, il a mis des cellules vivantes ou mortes. Il peut y avoir des cellules quiescentes et des cellules proliférantes. Et vous avez au milieu de ça le liquide extracellulaire et les molécules qui font communiquer les cellules entre elles, enfin qui peuvent être des molécules de communication. Et donc tout ça fait que c'est en fait assez compliqué, ce qui fait qu'on est vraiment dans le... Et donc bien sûr ces cellules bougent, se meuvent dans le... En particulier, si vous pensez à vos cellules, la plupart de vos cellules sont bien sûr qui sont fixes, parce que la plupart des organes sont fixes. Mais si vous pensez par exemple à vos globules blancs, au système immunitaire, elles sont extrêmement mobiles, parce qu'il faut qu'elles aillent chercher les cellules extérieures au système et qu'elles les détectent, qu'elles appellent les autres pour attaquer. Donc elles sont extrêmement mobiles. Ou quand vous pensez à votre peau, la peau, c'est des cellules qui sont générées à l'intérieur de la peau et qui vont petit à petit être repoussées pour former la partie extérieure qui meurt. Vous faites une partie de votre peau tous les jours et au bout de 3 mois, votre peau est renouvelée. Donc du mouvement cellulaire, il y en a beaucoup. Quand vous pensez à une tumeur qui se développe, ici vous avez 2 exemples de coupes de tumeurs, ici l'exemple de calcul de solution par les méthodes médicales. Une tumeur, c'est pareil, il y a les cellules, donc ces cellules qui ont muté, là, encore une fois, il y a des aspects probabilistes qui sont derrière qui décrivent les mutations. Une fois que vous avez beaucoup de cellules qui sont développées parce qu'elles ont pris un avantage, eh bien ces cellules se divisent, poussent les autres, et par un effet mécanique de force, parce que quand vous divisez, que vous prenez du nutriment pour vous diviser, vous poussez le reste, vous créez une force, vous créez de la pression, eh bien, vous êtes dans un système de type mécanique des fluides, mécanique des solides. Et tout ça, c'est décrit par des outils de la mécanique, assez proche des équations de Navier-Stokes d'ailleurs, parce qu'on est dans un système où il y a des vitesses, on est dans un système où les cellules bougent, avec des vitesses bien sûr qui sont très petites, mais c'est ça qui crée l'évolution de la tumeur. Donc on a ces notions-là.
On a aussi donc des capacités maintenant de comparer des solutions numériques que vous voyez ici avec des frontières très nettes de la tumeur, avec des exemples des expériences. Vous avez ici une densité à peu près constante comme prévoit le modèle avec une surface libre ici qui est l'évolution de la tumeur. Vous pouvez aussi trouver avec des modèles un peu plus compliqués qu'une tumeur est une tumeur, c'est une couronne. En fait, c'est pas quelque chose donc ça reste pas solide et comme une sphère comme on l'a vu tout à l'heure dans les expériences. Dans une tumeur, l'oxygène et les nutriments, donc le glucose et l'oxygène essentiellement, viennent de l'extérieur parce que les vaisseaux sanguins sont un peu à l'extérieur et le milieu n'a pas cet oxygène et meurt. Donc vous avez ici une couronne très différente avec un cœur nécrotique et c'est ce que prévoient les modèles numériques qui sont là. C'est très proche de cette expérience. Ah, je ne l'ai pas mis ici, pardon. On a vu une autre expérience où on voyait le cœur nécrotique. Mais on le voit sur les coups tout à l'heure. Alors j'ai mis cet exemple parce que de nos jours, ces outils-là sont utilisés dans certains hôpitaux pour prédire les évolutions de tumeurs. Et en particulier, je cite ici une équipe à Bordeaux qui fait cela. Et donc ce que vous voyez ici, ce sont des vraies coupes d'organes 3D avec des vraies images de patients sur lesquels ils ont commencé à calculer l'évolution d'une tumeur par ces modèles-là et à prédire l'évolution, ce qui est donné aux médecins comme une information pour choisir le bon moment de la thérapie. Donc tout ça, c'est fait dans un contexte, bien sûr, où il y a beaucoup plus de complexité que ce que j'ai écrit jusqu'à dans les slides précédents. Mais c'était simplement que je voulais vous dire que non seulement cette équipe INRIA a créé ces logiciels, mais c'est devenu une start-up avec les médecins. Et cette start-up était déjà rachetée par une plus grosse boîte qui prouve que ce sont des choses qui fonctionnent. Voilà. Donc j'arrête là. Donc je vais donner un certain nombre d'exemples de problèmes de la biologie qui mènent à écrire des équations mathématiques, l'évolution darwinienne, population d'épidémies, les neurosciences, les populations de bactéries, les croissances de tumeurs ou de tissus. Les outils qui sont derrière, ce sont bien sûr, on se pose des questions d'existence, des questions de problèmes asymptotiques, parce qu'on l'a vu à chaque fois, il y a plusieurs échelles, de la cellule à la colonie de bactéries ou de la cellule à l'organe. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on en est à un point maintenant où il y a des applications concrètes. Ce n'est plus seulement faire des modèles qualitatifs pour décrire un phénomène biologique qualitativement, mais on est capable dans tous ces exemples, on est capable de comparer l'expérience quantitativement avec le modèle mathématique. Voilà, j'arrête là. Voilà toutes les personnes avec qui on a travaillé autour de ces sujets-là. Et je vous remercie de votre attention.